Emmanuel Macron est notre invité jusqu'à 9h25, 9h30. Emmanuel Macron, nous allons entrer dans le vif du sujet, quoique nous y étions déjà. C'est mon sentiment. Oui, Marine Le Pen vous a pris à partie hier. J'ai choisi mon Premier ministre, je l'ai annoncé, il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan. Je mets au défi Emmanuel Macron d'en faire autant. Alors je vous mets au défi d'en faire autant. Il y a des défis qu'on peut relever, ceux pour le pays, il y a des défis ridicules qu'on n'a pas à relever. Jamais un candidat à la présidence de la République en situation de l'emporter ne relève ce genre de défi ridicule. Vous avez dans le souvenir le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac annonçant leur Premier ministre. Allons. Ça n'est pas un ticket que les Français et les Françaises élisent. Ils n'ont pas besoin d'une béquille. Ils décident. C'est un projet, un homme ou une femme et un peuple. Vous l'avez choisi, franchement. J'ai plusieurs scénarios en tête. Vous ne l'avez pas choisi aujourd'hui. Moi, je vous parle toujours franchement. Je ne vous le dirai pas. Non, mais je vous demande pas le nom. Bien sûr que j'ai réfléchi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez choisi? J'ai presque choisi. J'ai un ou deux profils en tête. Il vous reste un ou deux profils, maintenant? Oui. Oui. Une ou deux personnes? Oui. Homme ou femme? Les deux. Les deux. Un homme et une femme? Voilà. Un homme et une femme. Vous hésitez entre un homme et une femme? Mais je pense qu'en tout cas, je ne vais pas céder. Vous hésitez entre un homme et une femme? Enfin, pour ce sujet-là. Oui, pour être... Oui. Voilà. Oui. Pour être Premier ministre, vous hésitez entre un homme et une femme? Mais j'ai plusieurs profils en tête, dont un homme et un une profil femme. masculin, un profil féminin. Ouais. Voilà. Bon. Mais je ne vous en dirai pas davantage. Oui. Mais ça n'est pas... Vous savez, ce qui s'est passé pendant les derniers jours, c'est pas le sujet de la France, c'est un accord d'appareil entre Madame Le Pen et Monsieur... Je vais pas m'attarder là-dessus, je l'annoncerai en temps voulu. Majeur, mais... Je l'annoncerai en temps voulu. Ça, c'est comme le fût du canon, ça, en temps voulu. Mais si les Françaises et les Français me font confiance... Vous savez, j'ai toujours fait les choses au rythme que j'avais décidé et surtout en bon ordre. Là, il y a un combat. Le deuxième tour de la présidentielle. C'est pas le combat pour savoir qui sera ministre de ceci ou de cela, qui sera Premier ministre. C'est regarder dans les yeux le pays, lui dire voilà ce que je ferai, tout lui dire qui je serai avec vous, comment je vois cela, comment je veux nous conduire. C'est à cette question qu'on doit répondre pour dimanche, à aucune autre. Le jour d'après, on peut se poser ces questions-là. Et donc, dans les jours qui suivront, j'annoncerai le Premier ministre. 577 candidats en marche aux législatives ou pas? Il y aura une majorité présidentielle qui présentera 577 candidats. Ah, une majorité présidentielle. Ce n'est plus... Oui, une majorité présidentielle avec des candidats en marche, non, un nouveau parti, non? Je pense qu'à un nouveau parti, Emmanuel Macron. À un moment donné, il sera indispensable de faire la mue d'un mouvement politique à un parti dont la fonction est de faire élire des candidats. Donc un nouveau parti avec, pourquoi pas, d'anciens socialistes ou d'anciens républicains. Tout à fait. Et ce sera ça la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron? La majorité présidentielle, elle sera faite de parlementaires qui seront donc investis dans les prochains jours. Et quand? Quelques jours après la présidentielle? Voilà. Je n'exclus d'ailleurs pas de faire pour certains quelques jours avant. La décision, je la prendrai en temps voulu. Bon. Et donc, il y aura au moins pour moitié des candidats qui ne viennent pas du champ politique, qui n'ont jamais été parlementaires. C'est l'engagement que j'ai pris, c'est l'engagement du renouvellement. Et donc, moi, je tiens cette ligne double. Renouvellement, rassemblement. Et donc, pour moi, il est très important de faire venir aux responsabilités des femmes et des hommes de la société civile, professeurs, chefs d'entreprise. Au moins 50%. Au moins 50%. Et les autres viendront du champ politique. Il y aura d'anciens socialistes, mais je leur demanderai en effet de venir... De quitter le Parti socialiste... D'avoir l'investiture... Ou de quitter les Républicains. Dans cette majorité présidentielle. Et pareil pour les Républicains. De quitter les Républicains, donc. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit cohérent et efficace. Parce qu'on va avoir, si je suis élu, le jour d'après, une montagne à gravir. Des réformes extrêmement importantes à conduire. Pour le marché du travail, pour l'école, pour réformer la formation professionnelle et le chômage, pour les retraites, il faudra des femmes et des hommes qui décident que leur destin est lié, qui veulent réussir ensemble. Et je ne veux pas avoir des combinaisons d'appareils où les gens vont dire, parce que c'est dans le souffle de la présidentielle, moi je vous soutiens et j'en suis, puis qui 6 mois plus tard vont se dire, ça semble difficile,
il y a un coup de chaud, les gens sont peut-être dans la rue, il y a des gens qui sont pas d'accord et décident que l'alliance d'un jour ne vaut plus le lendemain. Vous savez que Je veux une cohérence forte. Mais d'ailleurs, c'est l'esprit même de nos institutions. Alors j'ai une question simple et concrète. Allez-y. À Évry, Manuel Valls sera candidat. Est-ce qu'il y aura face à lui un candidat majorité présidentielle? Mais la question lui sera d'abord posée de savoir s'il est prêt à s'inscrire dans cette majorité présidentielle et à porter les couleurs de celle-ci. La question... S'il est prêt, il n'aura pas de candidat face à lui. Ah mais bien sûr, il sera dans cette majorité parce que il est cohérent avec cette majorité. Je l'ai dit, il ne sera pas au gouvernement parce qu'il faut renouveler. Et j'ai été très clair. Mais je sais ces idées. On a eu des désaccords. 15 ministres, hein, c'est ça. Voilà. Parité, homme-femme. On a eu des désaccords. Mais s'il est prêt à participer à cette majorité présidentielle, à quitter le Parti socialiste et à être partie prenante, de la même façon que si tel ou tel venant des Républicains est prêt à prendre ce que j'ai dit dès dimanche soir. Oui. Parce que les gens préféraient dimanche dernier ne retenir que des anecdotes idiotes et ne m'ont pas écouté. J'ai dit, moi j'ai pris ma part de risque. Je suis ouvert. Je ne vous demanderai pas d'où vous venez, mais si vous êtes prêt avec moi à porter le projet. Et donc, si des gens aujourd'hui, députés républicains, en cohérence avec le projet que je porte, sont prêts à quitter ce parti pour venir, ils auront la possibilité de le faire. Voilà. Donc il faut là-dessus être cohérent. Est-ce que vous prendrez des ministres qui ont déjà exercé leur talent dans d'autres gouvernements? Je ne l'exclus pas. Vous ne l'excluez pas? Je ne l'exclus pas. Je l'ai dit et là même aussi. Un Premier ministre qui a déjà été ministre. Allez-y, moi je ne suis pas très fort aux devinettes. Donc non, mais je vous posais la question comme ça, au hasard. Non, je vais être clair. Non. Il faut qu'il y ait là aussi une part de renouvellement. Il y ait des gens d'expérience, mais qui viennent de la société civile, qui ont une légitimité par leurs compétences et ce qu'ils ont fait, qui n'est pas forcément de la politique. Et il y aura des responsables politiques. Mais je les choisirai, je l'ai dit, et c'est pour moi la seule règle qui vaut. Je les choisirai pour leur expérience, leurs compétences, ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils représentent ou leur poids politique. C'est une vraie différence. Et donc ce sera pas une espèce de consortium de dignitaires politiques, ce sera des gens qui ont été ou qui sont des maires importants, des présidents de conseils généraux ou régionaux, qui font des choses, ou qui ont parfois été ministres, mais qui font des choses et sauront diriger une administration et conduire une politique publique. Parce que c'est cela, être ministre. C'est conduire une politique. Des comptes. C'est conduire une politique et diriger une administration. Bien, Emmanuel Macron, demain soir, il y a ce grand débat, TF1, France 2, BFM TV, le duel sera rude. Vous vous attendez à ce qu'il soit rude, j'imagine. Quelle sera votre stratégie? D'aller au fond des choses sur chacun des sujets. Je pense que nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, à un moment grave du pays. Ce moment, il impose d'aller au fond des choses. Moi, je ne serai pas dans l'invective, je ne serai pas dans l'insulte, je ne serai pas dans le raccourci. J'écoutais hier Madame Le Pen, elle n'est que là-dessus. Bon. Sur le pouvoir d'achat, les impôts, la dette, l'Europe et l'euro, la sécurité, l'immigration, on doit aller au fond des choses. On doit savoir entendre la colère de nos concitoyens et expliquer précisément ce que l'on fait. Et expliquer précisément en quoi on répond à leur colère et leur impatience. Vous allez vous préparer spécialement à ce face-à-face ou vous allez revoir d'autres face-à-face d'élections précédentes? Je vais surtout regarder au fond, puisqu'on a un menu détaillé de tous les sujets. Vous allez regarder le programme de Marine Le Pen, j'imagine? Projet contre projet. Et je vais détailler mon projet et regarder le sien. Quels sont ses points forts, selon vous? Madame Le Pen est quelqu'un qui est déterminé. Elle porte avec beaucoup de conviction un projet que je combats en totalité, mais je lui reconnais cela. Bien, vous avez accepté ce débat, vous avez songé à ne pas l'accepter? Parce que Jacques Chirac n'avait pas accepté d'affronter Jean-Marie Le Pen. Moi je pense que ne pas débattre, même avec son ennemi, est une erreur. D'abord parce que ce sont des fausses pudeurs. Le débat a eu lieu au premier tour. On a débattu à 5 et à 11. Madame Le Pen était là. Que les donneurs de leçons se posent la question avant. Ensuite, Madame Le Pen, elle porte un projet que je considère comme dangereux et que je combats. Mais elle est là. Je dis, on doit regarder le pays en face. Il y a plus de 20% des Françaises et des Français qui ont fait confiance à son projet. Donc moi, je veux
convaincre nos concitoyens que ce projet n'est pas bon. Mais je ne vais pas éviter le débat. Je ne vais pas m'échapper. Je ne vais pas lui laisser la possibilité de continuer à asséner ce que je considère comme des contre-vérités dangereuses. Donc je veux aller au corps à corps, au combat sur le fond des idées, pour démontrer que ces idées sont de fausses solutions. Ce qui m'indigne le plus, dans la présence de Madame Le Pen au deuxième tour, c'est qu'elle joue avec la colère des gens. Moi, je respecte la colère de nos concitoyens. Je l'entends, je la sais. Parfois même, j'ai moi-même eu des malentendus avec certains d'entre eux. Je veux dire, j'entends les taxis, par exemple. Il n'y a pas un jour où je croise pas un taxi qui m'en veut terriblement, parce que j'ai un moment été celui qui a ouvert un secteur d'activité. Je l'assume, ça a créé de l'emploi. Pour autant, je respecte les taxis. Pour autant, je veux une régulation à ce secteur. Je ne suis pas pour la sauvagerie. Donc, il y a plein de malentendus. Cette colère, elle se traduit parfois dans un vote national. Chez Whirlpool, vous l'avez entendu, cette colère. Je l'ai entendu. Je veux au contact. Vous l'avez affronté. Mais oui. Mais ce qui me... Ça a reboosté votre campagne au passage, hein, mais ça qui avait mal commencé, campagne du second tour, non? On était 48 heures après le premier. Oui. Enfin, les résultats du premier tour. Oui. Mais surtout, c'est mon devoir, c'est mon rôle. Et ça continuera à l'être si je suis président de la République. Parce que si on ne va pas au contact de cette colère pour y répondre, on trahit une part du rôle qui est le nôtre. Mais ce qui m'indigne, c'est que cette colère, le Front National s'en nourrit, mais il ne lui apporte aucune réponse. Quelle réponse apporte-t-il aux difficultés des taxis? Quelle réponse apporte-t-il aux difficultés des salariés de Whirlpool? Rien. Madame Le Pen, elle va à Whirlpool, elle fait 3 selfies, elle reste 10 minutes sur le parking, elle s'en va. Elle n'a apporté aucune réponse. Et le soir, elle fait un communiqué en leur disant « Mes bons amis, si ça va mal, je nationaliserai l'entreprise. » Vous savez... Comme disaient deux grands auteurs comiques, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'ai déjà vu cette solution. Ça n'est pas faisable. C'est pas le problème de Whirlpool. Le problème, c'est la reprise du site. Le problème, c'est le plan social et c'est qu'ils aient les supralégales. Vous suivrez d'ailleurs, vous êtes engagé. Bien sûr que je suivrai. J'ai toujours suivi. Vous allez retourner avant le second tour ou pas? Non, c'est infaisable avant dimanche. Je ne vais pas faire des promesses de Gascon. Oui. Par contre, j'y retournerai après et je les verrai, et y compris hors caméra. Bien. Et je suivrai. Justement, quelle pratique du pouvoir, si vous êtes élu président de la République, quelle pratique du pouvoir aurez-vous? D'abord, une pratique de remise en ordre, si je puis dire, des différents échelons. Un président de la République, il n'est pas ministre de tout. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Moi, je pense que le président de la République, il doit être le garant du temps long. Il définit un cap, une stratégie. Il l'explique de manière régulière. Il la défend en Europe et à l'international. Et il a ensuite un Premier ministre et un gouvernement qui gouvernent. Et donc qui, au quotidien, est en charge de cela. Ce qui suppose d'avoir un président qui n'est pas tous les jours avec vous ou sur les plateaux de télévision. C'est le rôle du Premier ministre et du gouvernement. Sobre. Un président de la République avec une pratique du pouvoir très sobre. Très... Du temps long, de la décision stratégique. Oui. De la sobriété, de l'ascétisme. Oui. Je pense que la colère est telle, la nervosité du pays est telle que on se doit d'être, à ce titre, extrêmement rigoureux. Et au contact. Et c'est cette forme-là qu'il faut inventer. Comment être au contact quand on est président de la République? Mais ça s'invente. Ça se fait. Oui. On ne mène pas tout ce combat que tous les candidats et candidates à la présidence de la République font avec eux-mêmes dans le pays pour le jour d'après être mis sous cloche. Et donc, on peut le faire. Il faut le faire plus loin des caméras. C'est d'ailleurs une grammaire entre la vie politique et la vie médiatique qu'il faut inventer. On peut pas avoir ce contact avec les Français avec une bardée de sécurité et de caméras comme c'est le cas aujourd'hui. Mais je pense que c'est indispensable de continuer à aller au pays. Pourquoi? Parce que nos concitoyens, ils attendent aussi, au-delà des décisions, du cap donné, de l'action qui est le cœur de la réponse, du changement vrai, ils veulent de la considération. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent qu'on les respecte, qu'on aille au contact. Quel sera votre premier déplacement si vous êtes élu? Je ne vous dirai pas tout, parce que je crois à la force du symbole, et je crois également, à la fois par superstition, et parce que c'est le respect que je dois à celles et ceux qui s'exprimeront le 7 mai, de ne pas tout dévoiler. Vous ferez une grande fête le soir si vous êtes élu? Je fêterai avec toutes mes équipes. Sans people? Mais cette fascination ou cette névrose collective est incroyable.
Ils se sont invités d'ailleurs à la Rotonde. Oui, mais ou pas. Qu'importe, ce sont ceux qui m'ont soutenu dès le premier jour. Mais ils se sont invités, le cœur, ceux que j'ai invités et avec qui j'ai fêté, ce sont mes équipes. Oui, mais les autres se sont invités ou les aviez invités? Après, j'assume cela, et ce sont des femmes et des hommes qui, pour quelques-uns, m'ont soutenu dès le début de cette campagne. Mais c'est surtout mes équipes qui étaient là. Je veux dire, faut savoir raison garder. C'est une brasserie parisienne, et j'étais avec mes équipes. Vous fêterez avec vos équipes si vous êtes élu? Bien sûr que je fêterai avec mes équipes. En public, je crois savoir. Non? Non, il y aura un moment avec les Françaises et les Français. Oui. Si nous gagnons. Oui. Et il y aura un moment de convivialité avec mes équipes. Faut sortir de cette espèce d'hypocrisie. Je n'ai pas fêté dans un restaurant huppé avec quelques patrons du CAC 40 mon premier tour. Je ne fêterai pas plus le second. Bien. Mais que les gens arrêtent avec leurs névroses, ce sont les leurs. Ça ne répond en rien à la problématique du pays. Votre première rencontre. Lendemain matin, je serai au travail, dans la plus grande rigueur, dans la plus grande détermination pour mon pays, avec celles et ceux qui m'accompagneront dans cette tâche. Votre première rencontre en tant que président de la République, élu? Première rencontre internationale ou première... J'irai aux côtés de nos troupes. À l'étranger. À l'étranger. Parce qu'ils se battent pour notre sécurité, parce qu'ils se battent pour la lutte contre le terrorisme, et parce que c'est la France portée au-delà de ses frontières. Et j'aurai évidemment dans les tout premiers contacts un contact avec la chancelière. Pourquoi? Parce que avec l'Allemagne, nous devons construire le projet européen des prochaines années, et nous devons construire aussi une vraie politique de défense, de sécurité vis-à-vis du reste du monde. Parce que nous avons destin lié face au terrorisme, face à la crise économique. Et je pense que nous devons, nous, être forts, c'est le but des réformes que je veux conduire, des changements profonds, mais nous devons savoir travailler de manière extrêmement rigoureuse, volontariste avec les Allemands. Vos premières décisions en tant que président de la République, et gouvernement, les premières décisions. Un projet de loi de moralisation de la vie politique. Oui. Pourquoi? Parce que je veux que ce projet soit déposé au Conseil des ministres avant les législatives. C'est indispensable. Et donc c'est un projet qui précisera l'interdiction des conflits d'intérêts, l'interdiction des emplois familiaux, l'imposition de tous les revenus des parlementaires et toutes les règles de moralisation de la vie politique que j'entends conduire. Pour que tous les parlementaires, d'abord nous l'appliquerons sur nos candidats aux législatives, avant même que la loi ne l'oblige. Que tous les partis l'appliquent. Ils ne pourront pas l'appliquer parce que la loi ne sera pas votée, mais je veux que tout le monde soit au clair et que ma détermination sur ce sujet soit tangible. Ensuite, dès le début, je veux mettre quelques projets sur la table dont notre pays a besoin. Le droit à l'erreur. Qu'est-ce que c'est? C'est la réforme profonde de la relation entre nos concitoyens, les personnes, les entreprises et l'administration. C'est-à-dire la nécessité, quand on vous contrôle pour la première fois, de vous accompagner et pas de vous sanctionner. Si vous faites une faute, vous n'appliquez pas bien ce texte, l'administration doit vous corriger, vous aider à appliquer. C'est essentiel pour cette vitalité entrepreneuriale, pour tous les petits, les simples, les petites structures qui ont du mal aujourd'hui à traiter de la complexité et qu'on sanctionne la première fois, alors que les plus grands groupes peuvent se payer, eux, des conseils, etc. Et c'est une vraie révolution dans l'organisation même de l'administration. Il faut le faire dès le début. Pour être très clair avec l'administration française, lui dire ce que j'attends de vous, c'est d'être un État qui accompagne, qui facilite, et pas un État qui sanctionne tout et tout le temps. Et avec ce droit à l'erreur, une vraie loi de simplification qui elle aussi sera portée dès les premières semaines. Simplification des normes ? De simplification des normes, où on enlèvera toutes les normes dans les transpositions européennes qu'on a rajoutées au droit européen. Je pense à nos agriculteurs. Ils n'en peuvent plus de ces normes qu'on rajoute, alors que le voisin, celui qui fait la même chose en Italie ou en Espagne... Enfin, il y a des normes environnementales aussi qu'on a rajoutées. Il y a des normes environnementales. Oui. Qui sont européennes. Le problème, c'est qu'on les applique pas de la même façon entre les pays. Donc, vous allez interdire à un producteur de fraises ou de cerises d'utiliser tel ou tel produit, et vous allez trouver sur vos marchés les fraises ou les cerises qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs, qui sont produites avec justement les produits qu'on avait interdits en France. Il y a de quoi devenir fou. D'ailleurs, ça rend nerveux les producteurs. Bon, donc ça, faut y mettre bonne fin. On doit mener un combat qui harmonise justement toutes ces normes. Et avec un principe simple, quand on rajoute un article à un code, on doit en enlever un. Parce que sinon, c'est Sisyphe, la simplification. On dit on enlève des vieux textes, mais comme on en rajoute toujours de nouveaux, c'est infernal. Ça, je le fais dès le début. L'autre point que dès le début, enfin, je lance, c'est
la réforme du droit du travail, la simplification, le fait de renvoyer beaucoup plus de choses à l'accord majoritaire d'entreprise et l'accord majoritaire de branche. Moralisation de la vie politique, droit à l'erreur et transformation de l'administration française, réforme du marché du travail, ce sera dès les premières semaines. Parce qu'on a besoin de, justement, ce volontarisme à l'œuvre. Je termine avec les questions envoyées par nos auditeurs. J'ai un auditeur sur RMC qui est à la retraite, qui touche 1100 € par mois. Est-ce que sa vie va s'améliorer avec vous? Oui, puisqu'il ne paiera plus la taxe d'habitation. Les toutes petites retraites, que ce soit le minimum vieillesse ou d'autres, elles seront revalorisées. 100 € par mois. Combien? 100 € par mois? Je le dis, oui. Pour passer au-dessus du seuil de pauvreté. Je le dis d'ailleurs aussi, puisque j'entendais tout à l'heure en venant dans la voiture, l'allocation adulte handicapé aussi. 100 € par mois. Je sais bien que pour beaucoup, il faudrait aller plus loin, mais sur le handicap, on aura déjà cet engagement. Et ensuite, un engagement très concret pour toutes les personnes vivant en situation de handicap, qui est que je ne veux plus, à l'issue du quinquennat, qu'il y ait des personnes vivant en situation de handicap sans solution. Ça veut dire des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire. Dès la première année, on prendra cet engagement de doter tous les postes d'AVS. C'est être sûr qu'il n'y ait plus de parents d'enfants autistes ou d'adultes autistes qui doivent aller en Belgique ou ailleurs pour aller dans un centre parce qu'en France il n'y a plus de place. C'est être sûr qu'il n'y a pas de personnes vivant en situation de handicap qui ne peuvent pas accéder au monde du travail parce qu'il n'y a plus de place dans les entreprises adaptées ou dans les centres. Tout ça, c'est ce programme très pragmatique que je veux porter pour elle. Si j'en reviens donc à votre auditeur qui touche 1100 €, je n'ai pas de politique de revalorisation massive des retraites parce qu'on ne sait pas le payer. Sinon, il faudrait augmenter les cotisations ou bouger l'âge limite de la retraite. Par contre, je lui garantis qu'avec moi, il n'aura aucune augmentation d'impôt sur le revenu ou de CSG parce qu'à 1100 € par mois, il est à la CSG taux réduit, ce taux de CSG ne bougera pas. Ne bougera pas. Ensuite, il aura la suppression de la taxe d'habitation qu'il paye aujourd'hui, ce qui est très important. 80% des Français... Il est dedans. Voilà, il est largement. Dedans. Et les 20% d'ailleurs, qui continuera à payer? Mais ce sont les revenus... Les plus hauts? Les 20% les plus hauts. C'est-à-dire, par exemple, un couple qui a 2 enfants, au-dessus de 5 000 € de revenus de référence par mois, il continuera à payer la taxe d'habitation parce que je ne peux pas aujourd'hui la supprimer pour le 100%. Si les choses vont un peu mieux, on ira jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il faut aller au bout de cette réforme. Parce que ça n'est pas un bon impôt, la taxe d'habitation. Il est injuste. Parce que le monsieur qui vous appelle, qui touche 1100 € par mois, qui a un appartement de 60 mètres carrés, il va payer la même taxe d'habitation que le monsieur qui gagne 3 fois le SMIC, qui a le même appartement. Ça n'est pas juste. Et avec cet appartement-là, il paiera une taxe d'habitation 3 ou 4 fois supérieure s'il habite par exemple à Besançon ou dans un village du pays que s'il n'habitait à Paris. Ça n'est pas juste, donc on le supprime. Emmanuel Macron, je suis artisan accablé par les charges et le RSI. Est-ce que ma vie va s'améliorer avec vous à la tête de l'État? D'abord parce que je supprime le RSI en tant qu'il ne fonctionne pas bien. Vous le remplacez par quoi? Donc il y aura un guichet pour les indépendants dans le cadre du régime général. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le RSI, pourquoi ça vous pose un problème aujourd'hui? Vous êtes remboursé tardivement, vous avez des procédures administratives qui ne fonctionnent pas, des huissiers qui parfois viennent à plusieurs reprises alors que vous avez déjà payé. Quand vous devez liquider votre retraite, pendant des mois, on vous ne la paye pas tout de suite. C'est un problème administratif, bureaucratique, mais on vous harcèle ou on est défaillant. Je n'accable pas les salariés du RSI. Je veux le dire ici, c'est un régime qui a été créé à la demande des indépendants, mais qui fonctionne mal parce qu'il y a trop peu de gens à gérer. Donc moi, je renvoie à la qualité de prestation du régime général pour qu'on vous réponde dans les meilleurs délais, qu'il n'y ait pas de harcèlement bureaucratique et que quand il y a ou de la maladie ou de la retraite ou toute autre chose, on vous rémunère, on vous paye comme on le doit. Bon. Ensuite, je maintiens les allègements de charges qui valent pour les indépendants. Et vous pouvez opter chaque année. Aujourd'hui, vous payez environ 35 points de charge en moins quand vous êtes un indépendant par rapport au régime général. Vous pouvez le garder si vous le voulez. Je vais même au-delà, je vous enlève 9 points de charge jusqu'à 2 SMIC et demi. Vous êtes un commerçant qui touchait l'équivalent de 2 fois le SMIC. Eh bien, vous aurez 9 points de charge en moins. Les 6 points de charge qui correspondent à votre part patronale et les un peu plus de 3 points de charge qui correspondent à votre part salariale. Et donc c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Simplification et gain de pouvoir d'achat. Je termine avec une dernière question, Emmanuel Macron. Si vous êtes élu président de la République, vous savez que la tâche sera très difficile.
Je n'ignore pas. Très difficile. Vous êtes armé pour ça? Vous vous sentez solide, suffisamment solide? Mais, vous savez, je ne suis pas un aventurier. Ça fait 1 an que vous êtes lancé dans cette aventure. Oui, vous avez compris. Aventure, belle aventure, mais 1 an. On se pose la question avant. On se la pose chaque jour. Que vous avez décidé de... Mais c'est un processus intime, lent, profond. Ça fait donc plusieurs années que vous y aviez pensé. Mais c'est en vous, et après les événements déclenchent des choses. Et votre détermination, vos indignations, vos colères, votre volonté de faire et de ne rien céder, les engagements que vous prenez, c'est tout cela peu à peu qui m'a conduit là. Et donc oui, je me suis à plusieurs reprises posé la question, bien sûr. À plusieurs reprises, j'ai douté. À plusieurs reprises, je me suis dit... Qu'est-ce qui vous a incité tout à coup? Quel est l'événement, quel est le moment qui vous a incité à tout à coup déposer cette candidature, vous lancer dans cette candidature? La conviction profonde que j'ai que notre pays peut le faire. Le décalage profond entre les arrangements du monde politique, les petites combines, les incohérences que j'ai moi-même vues, subies, vécues, et l'attente formidable des gens à l'égard des politiques. L'attente formidable des gens à l'égard de l'État, de ce qu'il peut faire et doit faire. La volonté de changer les choses. Et je me suis dit que si je ne prenais pas mes responsabilités pour essayer de porter ces voix, de porter cette envie de changement profond, en ne cédant rien justement aux règles qui étaient en place, je ne jouerais pas ma part de responsabilité. Et donc c'est cela qui m'a déterminé. Et à chaque fois, sur le terrain, dans chaque ville, j'ai vu des regards, des colères, des indignations. Vous parliez de Whirlpool. J'ai eu un moment très fort là-bas. Parce que dans ces colères, j'ai vu l'échec collectif depuis 20 ou 30 ans. J'ai vu ce que les gens attendaient. J'ai vu la souffrance de ne pas être considéré. Et je me suis dit, si je ne prends pas ma part de responsabilité dans ce moment-là, avec tout ce que ça a de difficile, avec le risque de l'échec, avec le risque de ne pas y arriver, mais avec la conviction qu'on peut le faire parce qu'on peut prendre et on doit prendre des décisions courageuses, qu'on peut enfin être efficace avec des changements profonds, et qu'on peut le faire en respectant les gens, en leur disant la vérité, en parlant à leur intelligence, en même temps qu'à leur émotion, sans jouer cyniquement de leur colère. Je me dis qu'il n'y a pas de plus belle mission aujourd'hui que celle-ci. C'est celle-là que je veux conduire. Donc oui, je sais toutes les difficultés, je sais tous les risques, mais oui, j'y suis prêt. Merci Emmanuel Macron. L'heure du choix ce matin sur RMC et BFM TV. Et jeudi matin, Marine Le Pen sera là à votre place, 8h30, 9h30, pour son heure du choix aussi. Merci. Merci à vous.